La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la Grèce et à ce débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale française. Un peu plus tôt, Alexis Tsipras était au Parlement, le Premier ministre grec qui a rappelé au Parlement européen, Premier ministre grec qui a rappelé son attachement à la zone euro. On écoute Alexis Tsipras. Nous voulons lutter contre le règne des oligarchies et des cartels, contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous voulons moderniser l'État. Ce sont pour nous des priorités. Julia Cagé, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec Françoise Grossetête qui disait qu'Alexis Tsipras n'a pas fait de proposition aujourd'hui et que la restructuration de la dette, eh bien, il l'a déjà obtenue. Vous dites non. Non, je trouve ça extraordinaire de traiter Alexis Tsipras de manipulateur et de manipuler les téléspectateurs de cette manière-là en leur mentant à la télévision en direct. La restructuration de la dette grecque, on n'a pas commencé à en discuter. Alors même qu'on avait promis aux Grecs, au peuple grec, au gouvernement grec, que l'on discuterait de la restructuration de la dette une fois que la Grèce sera en excédent primaire. L'an dernier, la Grèce a dégagé un excédent primaire. Donc, encore une fois, ça veut dire que les Grecs ont payé plus d'impôts que ce qu'ils n'ont touché en dépenses de l'État. Et à ce moment-là, l'Europe a dit... Attendez, on va attendre encore un peu pour commencer à en discuter. Et pourquoi on n'a pas de proposition concrète sur la table et pourquoi on échoue dans ces négociations depuis plusieurs semaines? Parce qu'on ne veut pas discuter des deux choses en même temps. C'est-à-dire que l'Europe est dans un chantage incessant en disant faites-nous des propositions ici, acceptez cela et ensuite on discutera. Alors que la Grèce a déjà fait ce que lui avait demandé de l'Europe en disant voilà, c'est conditionnellement à un excédent primaire positif qu'on commencera à discuter. Et une fois que la Grèce elle demande des réformes, Julia Cagé. Il faut faire l'Europe à la fois. Elle dit il faut que l'État grec se modernise. C'est pas fait pour l'instant. L'État grec, vous pensez qu'il va se moderniser d'ici dimanche? Il y a des réformes, il y a eu des propositions de la part d'Alexis Tsipras. Là encore, il y a beaucoup de mauvaise foi de la part des pays européens. Parce que par exemple, on dit il faut lutter, je suis tout à fait d'accord avec ce point, contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en Europe et qu'on aurait dû faire depuis des années? Ce qu'on appelle la transmission automatique d'informations. On dit, voilà, il y a des exilés fiscaux grecs. Qui sont les exilés fiscaux grecs? Ils sont dans les banques allemandes, ils sont dans les banques françaises, et les banques allemandes, les banques françaises ne transmettent pas l'information au gouvernement grec. Je veux dire, les réformes, elles ne peuvent pas se faire de manière unilatérale. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que d'un côté, l'Europe donne un peu, et en particulier accepte. Vous trouvez que l'Europe n'a pas suffisamment donné là? L'Europe n'a pas encore. Elle a quand même donné quelques milliards. Là. Elle a donné des milliards. Elle a prêté des milliards à la Grèce. Oui. Et la situation. Non, elle a prêté des milliards à la Grèce qui n'a pas encore fait de défaut sur sa dette jusqu'à présent. Ça va coûter aux contribuables français. L'idée, c'est pas que la Grèce fasse défaut. L'idée, c'est qu'il y ait une restructuration d'une partie de la dette. L'idée, c'est pas que la Grèce. Ensuite, la Grèce pourrait faire défaut le 20 juillet si elle ne paye pas les 3,5 milliards d'euros. Non, à la BCE. L'idée, c'est qu'il faut y ait un moratoire. Tant qu'on confondra, excusez-moi, la dette et en même temps la réforme de la société grecque, on mélange tout en ce moment. Et ma collègue députée européenne mélange tout. Il y a un problème de dette, qui est un problème financier, de dette, et que les économistes connaissent mieux que moi, mais il y a aussi un autre problème qui est la réforme de la société grecque. Et on ne peut pas demander d'ici à 2 jours à M. Tsipras de faire ce que n'a pas fait la société grecque avec l'assentiment de l'Europe, qui aurait pu demander ces réformes. Sans on peut lui demander des engagements sans que ce soit fait en 2 jours, mais de lui dire... En 2 jours, dire on va changer la société grecque, bien sûr. Non, mais il y a énormément de choses qu'il était prêt à faire. Le départ à la retraite, il était prêt à le faire. Réduire la voilure de l'État, il était prêt à le faire. Augmenter la TVA à un taux qui va assommer la société grecque, ça, c'est pas acceptable. Demander de dégager un excédent primaire de 4%, ça n'est pas acceptable. Jean-Marc Daniel. Juste 3 remarques. La première, c'est cette histoire d'excédent primaire, etc. On va pas revenir sur l'excédent primaire, pardonnez-moi, parce que je suis d'accord avec vous. Non, on va dire la vérité. Hein. C'est très technique pour le téléspectateur. Non, mais on a l'impression que les intérêts, ils sont reversés à personne. À qui ils sont reversés les intérêts? D'abord, beaucoup sont allégés. Et encore une fois, il y a 65 milliards de la dette grecque qui est entre les mains des institutions financières grecques, qui sont reversés à ces institutions financières. C'est l'épargne des Grecs aussi qui est derrière. Et donc, les Grecs, ils en bénéficient. L'enjeu, encore une fois, ce n'est pas ces intérêts, c'est le fonctionnement de l'État grec. Et prétendre que l'État grec, au prix qu'il coûte à l'heure actuelle, rend des services à la population grecque, ça me paraît extrêmement abusif. Qu'a fait M. Tsipras? Il a trouvé une situation, vous le disiez vous-même, l'année dernière, il y avait l'excédent primaire. L'année dernière, la situation des finances publiques était améliorée. L'année dernière, il y avait de la croissance. À l'heure actuelle, la Grèce va être de nouveau en récession. M. Tsipras a dit,
Le véritable problème de la Grèce, dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 31 mai, il a dit c'est pas un problème financier, c'est un problème de dignité et d'incertitude. Il faut lever l'incertitude. C'est un problème social. Pourquoi il y a plus d'investissement? Parce qu'il y a trop d'incertitude qui a été créée. Qui entretient l'incertitude à l'heure actuelle? Mais l'Europe. Non, c'est M. Tsipras. Mais bien sûr, mais vous faites du délit de sale gueule. Vous n'aimez pas M. Tsipras parce qu'il est plus à gauche que vous, faites du délit de sale gueule. Ça aurait été un gouvernement de droite aujourd'hui, dans la même situation, vous n'auriez rien dit. C'est simplement être plus à gauche, moins à gauche. Le ministre des Finances slovaque qui critique M. Tsipras, il est membre d'un parti. Alors, je ne sais pas qui est plus à gauche. Mais de quel droit il a le droit de critiquer l'Europe telle que nous l'avons constituée depuis tant d'années avec la Grèce? Parce qu'il en est membre. Il en est membre depuis beaucoup moins longtemps. Mais on n'est pas à l'ONU. Mais l'Union européenne ressemble maintenant à l'ONU. Pourquoi tout se fait autour du couple franco-allemand, d'après vous? La différence qu'il y a entre la Slovaquie et la Grèce, c'est ce que dit M. Casimir, c'est que quand il signe un traité, il le respecte. Oui, bon, et donc, le fondement même d'une union, surtout d'une union qui est une union qui est fondée sur le partenariat, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de gendarmes, c'est une organisation dans laquelle les gens s'associent, les pays s'assemblent pour un projet qui est un projet supposé reposer sur la reconnaissance mutuelle. Le véritable enjeu, c'est quand on signe un traité, on le respecte. Eh bien donc, respectons ce traité qui ne prévoit pas de sortie de la Grèce de la zone euro. Quand on respecte, il faut respecter les traités. Nous, on ne respecte pas toujours les traités, notamment le traité budgétaire européen. Oui, vous êtes d'accord, Jean? Mais il faut d'abord... tout à fait d'accord. C'est un peu à géométrie variable. Il faut d'abord respecter une éthique qui est celle de l'Europe, ou qui prétend être celle de l'Europe. C'est une éthique de solidarité, c'est une éthique de prise en considération des choses. C'est pas une éthique de juriste ou d'économiste seulement. C'est une éthique où, quand un peuple est en souffrance, on ne l'assomme pas encore davantage. De même que ce que je disais tout à l'heure, pour celui qui se noie, on le tire d'abord de l'eau avant de lui demander si vraiment il paye ses impôts ou s'il fait correctement ce qu'il a à faire dans son pays. Françoise Grossetête, oui. Je voudrais aussi qu'elle réagisse justement sur la notion de solidarité. Quand Michel Vauzel dit, finalement, on appartient à une Europe, à une famille européenne, et qu'on se doit solidarité, et que c'est important, cette solidarité, que c'est quand même le cœur du fonctionnement de l'Europe. Bien évidemment, la solidarité, c'est essentiel dans l'Europe. Mais qui dit solidarité, dit partenariat. La solidarité, ça n'est pas unilatéral. La solidarité, elle joue envers la Grèce depuis très longtemps. Je pense qu'on est en train, là aussi, de mélanger toutes les choses. L'Europe a déjà versé 340 milliards d'euros à la Grèce. L'Europe verse chaque année énormément, plusieurs milliards d'euros pour soutenir la Grèce. Donc la solidarité, elle a toujours joué. Mais il y a un moment où il faut absolument, surtout quand on partage la même monnaie, que cette solidarité soit, qu'il y ait le pendant, la contrepartie de cette solidarité. Qu'est-ce qu'on demande en contrepartie? C'est que tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, M. Tsipras mette de l'ordre dans son pays. Ça n'est pas exiger une politique d'austérité, absolument pas. Nous savons que le peuple grec souffre. Nous le savons. Et nous savons. C'est pas en faisant souffrir davantage que vous réglerez le problème, ni pour la Grèce, ni pour l'Europe, voyons. Vous le savez bien. On ne peut pas demander en 5 minutes à quelqu'un de réorganiser l'Église orthodoxe grecque, qui est une Église d'État, et puis le sort des grands armateurs qui placent leur argent à l'étranger. Mais comment pouvez-vous le dire? Ça fait 5 mois qu'on demande cela à M. Tsipras. Ça fait un moment que M. Tsipras sait qu'il doit présenter un programme. Ça n'est pas en 5 jours, vous le savez très bien. Et pourquoi on D'ailleurs, vous savez très bien... Pourquoi ça fait pas 5 mois que les demandes faites à la Grèce sont sur le tapis? Je voudrais préciser... Pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale française depuis 5 mois? Puisqu'en fait, le débat a eu lieu aujourd'hui et qu'on met une date limite dimanche. Il a lieu depuis 5 mois, ça n'est pas en 5 jours. Pourquoi il n'a pas eu lieu auprès du grand public? Pourquoi il n'a pas eu lieu devant le peuple français? Pourquoi il n'a pas eu lieu devant le peuple allemand, devant le peuple grec depuis 5 mois? Pourquoi l'information sur les réformes proposées par Alexis Tsipras, sur les réformes demandées par l'Europe, a toujours eu lieu? Pourquoi toutes les discussions ont eu lieu derrière des portes qui sont fermées? Pourquoi on n'a pas rendu ce débat public? Pourquoi on n'a pas ramené un peu de démocratie dans l'Europe? Vous dites ça fait 5 mois. Mais je suis désolée, les Français qui lisent la presse tous les jours, ils les ont découverts il y a 5 jours. Vous pensez que les Français, c'est intéressant ça, est-ce que vous pensez que les Français soutiendraient la Grèce? Les Français n'ont pas découvert ça il y a 5 jours. Les Français non, absolument pas. Non. Ils aiment la Grèce, ils soutiennent la Grèce. Les Français sont beaucoup plus informés que vous ne le croyez. Solidarité essentielle pour la politique française. Alors, je ne sais pas comment ils sont informés, mis à part s'ils ont accès aux notes secrètes des discussions à Bruxelles, parce que rien ne fuite. Et d'ailleurs, tout le monde en est très fier.
moi je pense. Jean-Marc Daniel, vous êtes d'accord parce que c'est intéressant ça sur l'idée d'un grand débat quand même démocratique et qui associe finalement les peuples. Parce que finalement c'est pas aussi un peu le problème de cette Europe technocratique. On fait nos petits trucs entre nous, entre réunions de gens bien pensants à Strasbourg, et que c'est finalement une Europe qui échappe au peuple. Et peut-être que ce vote aussi d'Alexis Tsipras en Grèce, c'est aussi le peuple grec dit peut-être non à Bruxelles, non à ces technocrates européens. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là politique? Comment pouvez-vous dire que c'est une Europe qui n'est pas démocratique? Quand vous parlez de l'Europe de Strasbourg, c'est la le Parlement européen n'en a pas débattu. Nous, cela fait des mois que nous parlons de ce problème grec. Cela fait des mois que nous parlons de ce problème de la Grèce. Mais entre vous, Françoise Grossetête, mais pas entre nous. Nous avons des relations permanentes sur Pour le moment, le peuple français n'a qu'une caricature de la Grèce. Et on n'a pas discuté sur autre chose. Et vous avez tout à fait raison. Un jour, l'Assemblée nationale française discutera quand il faudra vraiment aider la Grèce, mais dans un moment qui va venir maintenant, dès lors que la solidarité sera maintenue. Jean-Marc Daniel, sur le débat public quand même, justement cette Europe, parce que ça pose quand même le problème de l'Europe. Je voudrais qu'on en parle aussi de cette Europe fédérale. Peut-être qu'un jour il faudra en penser avec un budget commun. Peut-être que ça amène une dette commune. Peut-être ça amène aussi ces questions-là. Alors justement sur cette Europe un peu lointaine des citoyens. Deux choses. Il y a eu des débats avant l'arrivée de M. Tsipras. Encore une fois, on a l'impression que M. Tsipras, c'est la Grèce éternelle. Il y a un an, on ne parlait plus de la Grèce parce que la Grèce était en voie de convalescence. L'ensemble des pays qu'on appelait les PIGS, les pays qui avaient été, comme le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, en situation difficile, étaient tous en train de sortir d'une situation délicate, à la fois parce qu'on les avait aidés, à la fois parce qu'ils bénéficiaient du retournement conjoncturel, à la fois parce que le contre-choc pétrolier agissait. Ces pays étaient en train de sortir la tête de l'eau. Quel est le seul pays maintenant qui pose problème ? C'est la Grèce de M. Tsipras. Donc il y a un problème qui n'est pas... Arrêtez de dire la Grèce de M. Tsipras. Oui, la Grèce actuelle. Non, mais c'est la Grèce qui a choisi M. Tsipras. Alors justement sur le débat public... Elle pose problème, cette Grèce-là. Donc après, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que sur ce problème qui est posé, est-ce qu'il y a un débat public qui est un débat... Est-ce qu'on ne devrait pas l'avoir, ce débat? Bon, d'abord, encore une fois, quand il y a eu les premières crises, ce débat a eu lieu. Quand il y a eu le sommet de Deauville, ce débat a eu lieu. Quand il y a eu le haircut, les premières annulations de dette sur la dette grecque, il y a eu des débats, y compris au Parlement. Et donc, il y a eu un débat sur la situation de la Grèce. Quand il y a eu un référendum sur la Constitution européenne, le peuple français a voté non. Et puis après, il y a eu naturellement des accords à Lisbonne qui ont fait contourner la volonté du peuple. C'est pour ça que le peuple français, comme le peuple grec... Oui, non, mais d'accord, ni moi. Mais c'est quand même fondamental, ça. Ensuite, ce divorce entre l'Europe, tel que vous la dénoncez là à l'instant, et puis la réalité de sur le débat démocratique. Je pense effectivement qu'on pourrait avoir davantage de débats au niveau européen, qu'il y a un Parlement européen, il y a une problème. Mais des référendums même. Pourquoi pas un référendum demain en France? Êtes-vous prêt? Là, ça vous fait sourire, Michel. Oui, parce qu'en Grèce, il était sain le référendum. Bah oui. Êtes-vous prêt à aider la... Et heureusement qu'ils ont voté non, parce que j'y étais, mais j'en tire pas une supériorité. Je vous assure que s'ils avaient voté oui, c'était une catastrophe. Ils auraient été, dès le lendemain de Tsipras, auraient été obligés de partir. Et les Grecs se seraient fait piétiner au niveau européen par une assemblée de FMistes, de banquiers divers, qui auraient dit, ça y est, on a gagné. Mais s'il y avait eu un référendum, en Allemagne, là, je pense que les Allemands, ils auraient dit niet pour aider Nein. Françoise Grossetête, elle va réagir, ensuite Julia Cagé. Françoise Grossetête. Non, mais écoutez, quand j'entends qu'on voudrait piétiner le peuple grec, mais c'est impensable de pouvoir dire cela. On n'est absolument pas dans cette optique-là. Nous voulons qu'une chose, c'est garder la Grèce dans l'Union européenne. Il faut faire un petit effort. Ce que nous souhaitons, c'est que l'on puisse garder la Grèce dans la zone euro. Mais pour cela, il faut que M. Tsipras nous présente un programme de réforme qu'il pourra faire étape par étape. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Il faut quand même rappeler que le référendum qui a été fait sur une proposition qui avait été faite par la Commission européenne qui était déjà devenue obsolète, puisqu'entre-temps, M. Juncker, jeudi dernier, a fait encore une autre proposition à M. Tsipras pour essayer de l'aider et de l'aider en somme à avancer. M. Tsipras n'a pas voulu prendre en compte cela, tout simplement parce que M. Tsipras se place dans un état d'esprit de vouloir, au contraire, bloquer les... Il n'est pas dans un état d'esprit. Il y a un peuple qui ne peut pas manger et on lui demande de manger moins encore. Comment voulez-vous comment réagissez-vous devant ça? Vous ne pouvez pas dire M. Tsipras. C'est le peuple grec dont vous parlez, ce n'est pas de M. Tsipras.
Et d'ailleurs, je pense que comme vous évoquiez tout à l'heure l'Allemagne qui serait prête à voter contre l'aide, je pense que ça vaut le coup de rappeler un tout petit peu l'histoire allemande et l'histoire européenne, parce que sur les 60 dernières années, le pays qui a fait le plus d'annulation de dettes, donc qui n'a pas repayé ses dettes au reste de l'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, d'ailleurs, est aussi en grande partie la France. Donc on est deux pays, l'Allemagne et la France, on est censé être le noyau dur de l'Europe, qui, entre 1945 et 1950, avait 200% de dette sur PIB, c'est-à-dire plus ou moins le même pourcentage que la Grèce aujourd'hui, mais beaucoup plus en montant, puisque le PIB français et allemand sont supérieurs au PIB grec, et aucun de ces deux pays n'a repayé sa dette. On a fait quoi? On a fait de l'inflation, on a fait de la restructuration. Voilà. Il y a eu une grande conférence en 1953 qui a restructuré et annulé en partie la dette allemande. Les Allemands n'ont jamais repayé leur dette et c'est une très bonne nouvelle. Mais Julia Cagé, là on refait l'histoire, on remonte en arrière dans des circonstances aussi différentes. C'était au lendemain de la guerre. Je vais vous faire réagir, François Grossetête. Mais vous êtes quand même d'accord pour dire que il faut aussi des règles et qu'il faut aussi suivre ces règles et que si demain on laisse la Grèce finalement imposer aussi son calendrier, ses règles, que c'est un mauvais signal envoyé au reste de l'Europe. C'est même ce que dit le socialiste Grèce, aussi Hubert Védrine. Il dit aujourd'hui, c'est envoyer un mauvais signal au marché. La Grèce discute, mais la Grèce, on lui avait promis qu'on discuterait parallèlement des réformes et de la restructuration, sauf qu'on discute des réformes et qu'on refuse de parler de la restructuration. Donc de l'abandon d'une partie de la dette grecque. Françoise Grossetête, vous vouliez réagir et ensuite Jean-Marc Daniel. Oui, je voulais réagir parce qu'en réalité, la plus belle réussite qu'on ait eue depuis la dernière guerre mondiale, c'est tout simplement cette réconciliation qu'on a eue grâce à l'Union européenne, réconciliation des peuples. Si on commence à refaire toute l'histoire, à se reprocher ce que tel pays n'a pas fait, aurait dû faire, etc. J'applaudis des deux mains le fait qu'on a annulé une partie de la dette allemande et j'aimerais qu'on fasse la même chose aujourd'hui et qu'on accepte d'annuler une partie de la dette grecque. Je ne reproche rien à l'histoire, je pense que l'histoire a eu raison. Je pense que l'Allemagne n'aurait pas cru au même rythme dans les années 50, 60, 70. Alors permettez-moi quand même de dire qu'aujourd'hui, je veux couper la parole. Attendez, on s'écoute pas. Allez, Françoise Grossetête, elle termine. Oui, allez-y, Françoise Grossetête, allez-y. Oui, donc je rappelle tout de même que justement l'Union européenne, c'est la réconciliation des peuples. Si on commence à retracer toute l'histoire, on a tout faux. Or, ce que cherchent certains extrémistes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, c'est à détruire justement ce qui représente le fondement de l'Union européenne. Et pour cela, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Mais le fondement de l'Union européenne, c'est ce que vous dites vous, c'est ce que vous pensez vous, parce que vous êtes dans un parti de droite, mais c'est pas forcément le modèle social que recherche l'Europe aujourd'hui. On le voit en Espagne, on le voit en Italie, on le voit en Grèce, et quand on se fait traiter par les gens du nord de l'Europe ou du centre de l'Europe de club méditerranéen, moi je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous croyez que ça me fait rire quand je vois l'état de la population à Marseille ou ailleurs, de la jeunesse? Vous n'êtes pas digne de dire cela. Non, c'est pas vrai. Justement, moi je voudrais parler de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande. Est-ce qu'aujourd'hui on exclut la Grèce? Demain ça sera peut-être ce sont des pays que l'on a obligés à faire un certain nombre de réformes, qui les ont fait sans accuser l'Union européenne. Regardez la Grèce. Ils ne l'ont pas accusé. Ils ont fait leurs réformes. Et aujourd'hui, ils sont en train d'engranger les fruits de leurs réformes. Alors pourquoi ces pays-là arrivent à faire ces efforts et pourquoi la Grèce ne pourrait pas, étape par étape, faire la même chose? Mais la Grèce a fait des efforts. Et si on compare le PIB de la Grèce en 2008 et le PIB de la Grèce en 2015, ce sont les Grecs qui ont le plus souffert en Europe au cours des 7 dernières années. Les Grecs, ils ne se sont pas engraissés au cours des 7 dernières années. Ils ne se sont pas mis plein les poches. Le salaire en Grèce n'a pas augmenté. Allez, on arrive au fin de ce débat. J'ai encore une dernière question à vous poser. Et on va commencer par Jean-Marc Daniel. Un mot quand même sur cette Europe fédérale. Est-ce que la leçon qu'on ne devra pas retenir à la fin de cette crise grecque, et on espère qu'elle sera finie un jour, cette crise grecque, c'est qu'il faut aller vers une Europe fédérale, avec un budget commun, avec une dette commune. C'est vrai sur l'aspect économique, ça serait vrai aussi sur la défense, surtout, et que c'est une Europe comme qui, d'une certaine manière, est en panne aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas se servir de cette leçon-là? Un mot, Jean-Marc Daniel, il faut que ça aille vite, parce qu'il nous reste 2 minutes de débat. Il faudrait aller vers ça, mais je pense qu'effectivement, il y a une confiance qui a été brisée. Je pense qu'effectivement, la vraie question maintenant, c'est quand on est 28 dans une ensemble, la probabilité qu'on soit d'accord, c'est 1 sur 2 puissance 28, c'est très très faible. Donc si les gens ne sont pas prêts à y mettre du leur, c'est-à-dire s'ils engagent dans une procédure de permanent rapport de force, ça n'avancera pas. On peut mettre tous les textes en place si les gens ne les respectent pas. Parce que normalement, les textes, c'est 60% de dette.
personne ne le respecte. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans une situation qui est une situation où on prend des engagements qu'on ne respecte pas. Et donc, il y a une menace que tout ça se défasse parce que les gens ne sont pas là dans une reconnaissance mutuelle, mais dans un rapport de force. Ce que vous dites, c'est que finalement, la base de l'Europe fédérale, c'est déjà de respecter les règles. Voilà, les règles. Julia Cagé, justement, sur est-ce qu'il ne faut pas tirer la leçon. Je vais vous donner la parole, Françoise Grossetête, mais d'abord, Julia Cagé. Vous avez tout à fait raison, il faut en sortir par le haut. Et sortir par le haut de ce débat, ça veut dire faire une Europe fédérale, avec un budget commun, avec une dette commune, avec une Europe et un fonctionnement de l'Europe plus démocratique, avec un nouveau Parlement potentiellement de la zone euro qui serait issu des parlements nationaux. Mise en commun de la dette, ça veut dire que forcément, au jour d'aujourd'hui, on doit remettre à plat non seulement la dette grecque, mais l'ensemble des dettes des différents pays européens. Et il y a des propositions qui ont été faites en ce sens. Par exemple, organiser une grande conférence de la dette en Europe qui permettrait de mettre en commun tous les surplus de dette au-dessus de 60% pour repartir d'une situation saine. En fait, on sait ce qu'il faut faire. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui qui n'ont pas envie de plus d'Europe, mais qui finalement ont envie de moins d'Europe. Et la solution à tout ça, c'est plus d'Europe et une Europe fédérale. C'est un peu le cas malheureusement de la France. Françoise Grossetête et le mot de la fin pour Michel Vauzel. Très rapidement, tous. Allez-y. Oui. Sur l'Europe fédérale, rapidement. Mais écoutez, ce qu'il faut, c'est une Europe. Quand on parle de l'Europe d'abord et quand on accuse l'Europe, je voudrais savoir de qui on parle. Parce qu'en général, quand l'Europe est en panne, c'est parce que le Conseil européen, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des 28 États membres, ne sont pas capables d'avancer. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est une addition d'égoïsmes nationaux. Ça n'est pas effectivement une Europe avec la volonté de progresser. Vous disiez le contraire tout à l'heure. Hein. Alors ça, c'est une chose. Alors moi, je veux bien qu'on mette beaucoup plus de choses en commun. Je suis vraiment tout à fait d'accord pour cela. Quant à mettre les dettes en commun, alors là, vous savez, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que comment faire accepter à des... Allez, Michel Vauzel, le mot de la fin. Michel Vauzel. Si j'ai le mot de la fin, ce que je peux dire, c'est faisons très attention. Quand l'Europe va mal et qu'on pousse en avant en disant il faut faire encore plus de fédéralisme et plus d'État centralisé au niveau européen, c'est une erreur. Il y a 3 cultures qui s'affrontent en Europe. Il y a la culture du club méditerranéen, puisqu'on nous traite comme ça pour les pays du Sud. Et là, nous sommes en effet sur un certain type d'éthique et d'esthétique. Il y a une autre Europe qui est fondamentale également, fondée sur l'amitié franco-allemande, avec une autre conception de la culture et de l'économie. Et puis il y a une 3e Europe, qui est celle que l'Allemagne a voulu faire entrer à toute allure, et les États-Unis aussi, et qui n'était pas capable d'entrer dans l'Europe. C'était le moment où Mitterrand avait proposé une confédération qui a été refusée par les Américains et par les pays qui sortaient de l'espace soviétique. Et c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, en effet, on a un dirigeant hongrois, on a un dirigeant slovaque qui nous dit des horreurs parce qu'ils n'ont pas l'esprit de l'Europe tel que nous pouvons l'espérer. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Un œil sur les médias, Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, le nouveau ministre des Finances grec qui attire tous les regards, celui qui a succédé à Varoufakis. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, notamment ici sur le site du Huffington Post. Il s'appelle Euclide Tsakalotos et on en parle parce que, évidemment, les caméras, les appareils photo étaient pointés sur lui. Et certains photographes ont noté qu'il avait ces petites fiches avec lui et qu'elles étaient presque lisibles. Alors évidemment, on a zoomé comme on a pu avec appareil photo et caméra pour tenter de voir ce qu'il y avait écrit sur ces fiches, peut-être des éléments avant l'Eurogroupe. Eh bien, beaucoup ont été déçus. Quelques mots-clés comme pas de triomphalisme, motif de viabilité ou encore message aux citoyens. Ceux qui espéraient des réponses n'en ont pas eu. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça en a amusé certains qui imaginaient ce nouveau ministre oublier dans l'avion ces fameuses propositions pour l'Eurogroupe. Des propositions, eh bien, il n'y en a pas eu et un certain nombre de médias le soulignent. Ici, la Tribune. Pourquoi le gouvernement grec est arrivé les mains vides à l'Eurogroupe, s'interroge Romaric Gaudin. Tout simplement parce que c'est une stratégie pour remettre au centre des débats cette fameuse restructuration de la dette grecque et pour échapper au calendrier que les financiers voulaient imposer en quelque sorte, puisque l'Eurogroupe a été placé avant le Conseil européen. Donc ce n'est pas par refus de dialogue, mais simplement parce qu'on voulait surtout remettre tout ça sur le chemin politique et échapper un petit peu à des discussions techniques.
Les médias privés grecs accusés de propagande. Alors c'est vrai qu'on revient un petit peu sur cette information. On n'a pas beaucoup parlé de cette campagne sur le plateau de France 24. Eh bien cette campagne, aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène parce que un procureur d'Athènes vient d'ouvrir une enquête contre des chaînes privées grecques parce que, selon ce procureur, en tout cas il le suspecte, eh bien elles n'ont pas été conformes à la loi. Alors il n'y a pas BFM dans ces chaînes, mais il y a un certain nombre de chaînes privées comme Sky, et c'est vrai que depuis quelques jours, les médias français s'étaient fait l'écho de ces médias privés qui confondent propagande et journalisme. Il y a par exemple une chaîne qui a diffusé des images vieilles de 3 ans qui n'avaient strictement rien à voir avec la Grèce pour alimenter une certaine psychose. Et cette fameuse chaîne Sky qui, sur son compte Twitter, a tout simplement appelé à voter oui et à multiplier les reportages alarmistes en cas de vote non. Alors évidemment, avec tous ces exemples, eh bien, le procureur s'intéresse à ces chaînes privées. Un autre chiffre qui est assez révélateur, si on cumule tout le temps passé sur ces chaînes pour parler du oui, on est autour de 48 minutes, alors que seulement 8 minutes ont été passées pour évoquer les arguments du non. L'image d'un retraité grec qui fait le tour du monde rapidement, Karim. Alors c'est vrai, on la découvre ensemble cette image. Si certains soulignent que la solidarité des pays européens n'est pas suffisante, eh bien cet homme a ému à travers le monde. Il a ému notamment un grec qui vit en Australie et qui a cru reconnaître un ami de la famille. Il a appelé sa mère à Thessalonique et c'était bel et bien lui. Il a décidé de lui venir en aide, mais pas seulement à lui, puisqu'il a organisé une levée de fonds auprès d'un certain nombre d'entreprises pour apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et aider des populations qui sont un petit peu en difficulté depuis un moment. Merci beaucoup, Karim. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Françoise Grossetête qui était avec nous depuis Strasbourg. Et ce n'est pas toujours évident quand on est en duplex pour débattre. Merci à elle. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.